Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo à propos de l'iMac Pro et pas n'importe quel modèle, puisqu'ici on a commandé donc la version toute option qui est vendue plus de 15 000 €. Alors c'est quand même 5 000 € de plus que le Mac Pro toute option de 2013, mais est-ce que ça en vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors pour atteindre les 15 000 €, il faut déjà prendre le modèle le plus puissant, donc à 18 cœurs, ce qui nous amène déjà à 8 000 €. Ensuite vous rajoutez quasiment 4 000 € de SSD pour passer à 4 Teraoctets, c'est la première fois qu'on a ça sur Mac. Évidemment on lui met 128 Go de RAM, le maximum, et puis la carte graphique la plus puissante. Alors aujourd'hui on va s'intéresser uniquement aux nouveautés de ce modèle par rapport aux autres iMac qu'on avait déjà vu précédemment. Alors un petit mot sur le SSD de 4 Tera, c'est la première fois qu'on a ça sur Mac et j'espère qu'ils vont le mettre donc sur le reste de la gamme. En tout cas ici c'est vrai qu'on ne gagne pas au niveau performance, en fait on a les mêmes perfs que si on prend 1 ou 2 Tera. Par contre on gagne effectivement en capacité, mais là encore moi je pense qu'aujourd'hui ça peut être aussi intéressant de prendre du stockage externe dans Thunderbolt puisqu'on a des débits qui sont quand même relativement voisins, on arrive maintenant à 2,5 gigaoctets secondes. Donc voilà, mettez peut-être pas tout dans le stockage interne, d'autant qu'il est lié à la machine, vous ne pouvez pas par exemple le partager et qu'aujourd'hui on a quand même de la connectique externe qui permet d'avoir d'excellents débits. Alors je vais râler un petit peu sur la partie graphique puisque ici sur une machine à 15 000 € on se retrouve avec la Vega 64 qui est une carte qu'on avait déjà testée sur des configurations beaucoup moins chères, mais là Apple ne propose rien de neuf, il n'y a pas de Titan X, d'Nvidia, vraiment de cartes très haut de gamme, il n'y a pas de double GPU et si bien que sur les animations 3D en temps réel, donc par exemple dans les logiciels d'architecture ou alors même dans les applications par exemple de montage vidéo qui utilisent de plus en plus le GPU, on va avoir exactement la même puissance de calcul que sur l'entrée de gamme et ça je dois vous avouer que c'est quand même un petit peu frustrant. Alors on a enfin pu tester l'Ethernet 10 Gigabit qui est présent donc nativement sur l'iMac Pro grâce à ce petit boîtier que nous a prêté Macway, je vous mettrai un petit lien dans la description, qui permet de relier n'importe quelle machine en Thunderbolt 3 à un réseau 10 Gigabit. Alors le 10 Gigabit c'est cool puisque ça permet maintenant d'utiliser donc ces petits câbles qui sont vraiment standards, qui sont rétrocompatibles avec l'Ethernet classique, mais évidemment si vous voulez profiter de tout le débit, il vous faut un réseau compatible 10 Gigabit, donc avec les hubs, avec les NAS, etc. Donc ça demande un petit peu d'investissement. Ici ça coûte 800 €, 300 € pour les modèles d'entrée de gamme. Sur l'iMac Pro, donc on a un port, moi j'aurais bien aimé en avoir deux, mais c'est vrai que si vous faites beaucoup de transferts, notamment de vidéos, c'est hyper intéressant. Alors en revanche, grosse déception en termes de débit, puisque entre deux Mac, on plafonne à 200 mégaoctets secondes, ce qui est à peine 2 fois le débit de l'Ethernet Gigabit, donc c'est très décevant en essayant en SMB et en AFP. Si on met un PC et un Mac, on est à 500 mégaoctets secondes, et si on met deux PC ou deux Mac sous Bootcamp, on est à 1 gigaoctet seconde, donc là on est vraiment dans les débits promis, mais on se demande vraiment ce que fait Apple, puisque c'est bien joli de nous mettre des prises 10 Gigabit, alors que là on est quand même 5 fois en dessous du débit promis. Bref, Apple, il serait vraiment temps de mettre à jour les pilotes. Alors l'intérêt de cette machine, c'est évidemment son processeur à 18 cœurs, un 36 Thread, plus de 40 mégaoctets de cache, un score qui dépasse les 40 000 points sous Geekbench, c'est quand même assez inédit. Là, on a vraiment le Mac le plus puissant jamais créé par Apple. Alors il y a quand même un petit bémol, c'est qu'effectivement la puce n'est pas très rapide en termes de fréquence, elle démarre à 2,3 GHz, c'est quand même quasiment la plus lente de tous les modèles, et puis elle monte à 4,3 GHz et encore sous condition en mode turbo. Bref, pour vraiment l'exploiter à fond, il faut des applications très spécifiques qui ont besoin de beaucoup de ressources CPU et surtout qui sont capables de prendre en compte un grand nombre de threads. Alors c'est le cas dans certains domaines de musique et de la vidéo, mais c'est loin d'être le cas de toutes les applications professionnelles. Alors un petit exemple ici sous Resolve, donc qui fait tourner ma fameuse petite vidéo 8K Red Raw que j'aime bien puisqu'elle demande beaucoup de puissance. Et ici vous voyez qu'on est à 25 FPS, qu'il n'y a pas de drop frame et que vraiment le programme arrive à le lire nativement, ce qui est quand même une prouesse. Moi j'ai jamais réussi à faire ça sur un Mac, même sur les versions 8 à 10 cœurs, et ça marche presque si vous connaissez le logiciel en enlevant le mode performance. Bref, là on a vraiment un exemple caractéristique d'une machine qui est capable de prendre en compte vraiment la puissance de tous les CPU, vous voyez qu'ils sont quasiment tous à 100%, et d'en faire profiter effectivement l'édition de vidéo. Alors est-ce que doubler le nombre de cœurs dans un processeur ça permet de doubler les perfs? Et bien là dans tous les tests qu'on a fait c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on va gagner 30, 40, des fois 80%, mais si vous passez par exemple de 8 cœurs à 18 cœurs, vous n'aurez pas forcément une machine 2 fois plus rapide sur certaines applications, et notamment parce que le GPU est très utilisé, d'où ma frustration à ne pas avoir des GPU plus puissants. Et puis ici on a quand même des fréquences bien plus basses, on est plutôt autour de 2 GHz en rythme de croisière contre 3 sur les modèles d'entrée de gamme qui ont un petit peu moins de cœurs. Et du coup finalement si votre programme il n'est pas capable de prendre en charge tous les cœurs, on peut même arriver à être un petit peu plus lent. Bref, voilà, vraiment d'avoir une machine à 18 cœurs, ça nécessite quand même des applications extrêmement spécifiques. Alors ici sous Logic, on a un exemple assez caractéristique de ce processeur, puisque là donc on arrive à lancer 210 pistes, c'est vraiment une grosse puissance de calcul, mais au bout de quelques minutes, si je laisse le bench tourner comme ça, on va avoir un petit message d'erreur qui va nous dire là il n'y a plus assez de puissance de calcul. Et en fait si on regarde les courbes d'Intel, on s'aperçoit que en fait la température du processeur a vachement augmenté et que les fréquences donc ont été baissées autour de 2 GHz, ce qui nous donne plus assez de puissance en fait ici pour lire les 210 pistes, ce qui est quand même assez problématique dans un contexte de production par exemple, de ne pas avoir une puissance qui est stable
stable sur la durée. Alors Apple présente cette machine comme taillée pour la vidéo, mais moi j'ai trouvé que sous Final Cut Pro, il y avait pas mal d'effets, même certains exports vidéo qui finalement ne sont pas beaucoup plus rapides sur cette machine. En fait, la raison elle est simple, c'est que Final Cut Pro utilise de plus en plus le GPU et que ici on a le même GPU qu'en entrée de gamme. Du coup, ça dépend un petit peu ce qu'on fait. Si effectivement on traite beaucoup de vidéos, si on fait beaucoup de multicam, c'est assez utile. Si on fait beaucoup d'exports, beaucoup de traitements vidéo, pas forcément. Alors un autre test qui est assez amusant, c'est la compilation. Il y a beaucoup de développeurs qui m'ont demandé si un 18 coeurs ça permettait d'accélérer en fait des gros projets. Et ben en fait dans mes tests quasiment pas. Je suis quasiment à égalité par rapport à du 8, 10 ou 18 coeurs. En fait la raison elle est simple, c'est que la compilation elle sollicite beaucoup en fait le disque, c'est beaucoup de l'ouverture de fichiers. Et finalement on s'aperçoit que les grosses différences elles sont plutôt sur la vitesse du SSD que sur le nombre de cœurs. Alors la consommation elle grimpe ici entre 400 et 500 watts, c'est un record donc de tous les iMac Pro, c'est logique, c'est le processeur le plus puissant, mais c'est vrai que si on travaille toute la journée par exemple sur de la 3D ou sur des applications qui utilisent vraiment tous les cœurs, la machine elle fait quand même pas mal de bruit. Alors en testant tous ces iMac Pro, la première chose que j'ai retenue, c'est que finalement la machine d'entrée de gamme a un excellent rapport qualité-prix, et notamment si vous hésitez avec un iMac 5K là, qui est un petit peu vieillissant, même si sans doute il va être renouvelé d'ici l'été, mais c'est vrai que le gap en termes de CPU, de GPU, on a quand même des nouvelles générations, on a 2 fois plus de cœurs, il est assez important, on a quand même une machine qui est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus moderne, pour une différence de prix qui n'est pas énorme, et finalement voilà, cette machine d'entrée de gamme, je pensais qu'on la laisserait un petit peu de côté pour, je sais pas, du milieu de gamme autour de 8-10 000 euros, mais non, vraiment, pour moi, mon gros coup de cœur, ça a été cette machine d'entrée de gamme. Alors, on a déjà fait le tour des qualités et des défauts de cette machine, mais pour moi, le plus gros défaut de l'iMac Pro, c'est vraiment d'avoir une carte graphique qui est à la fois bridée et soudée, et qui n'est pas non plus la plus puissante. Et ça, d'ici 1 an, elle sera obsolète. D'ici 2 ans, elle se fera battre sans doute par les cartes qui seront présentes dans les iMac 5K, qui seront beaucoup moins chères. D'autant que ici, les GPU externes, c'est vraiment pas encore ça. Alors évidemment, je vous encourage à aller voir toutes nos vidéos qu'on a fait sur les différents modèles, mais c'est vrai que l'impression générale de cette machine, c'est qu'on est face à un modèle un peu mi-figue, mi-raisin. C'est vrai qu'elle est très sexy, elle est très intéressante, elle est très puissante. Là maintenant, moi qui fais beaucoup de montage, vraiment j'aime travailler sur cette bécane. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis, bon s'il y a un Mac Pro qui arrive, qui est beaucoup plus modulaire, faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont des Mac Pro de 2010, qui ont mis aujourd'hui à jour avec des SSD, avec des cartes graphiques, avec de la RAM, et qui ont des machines qui sont tout à fait intéressantes aujourd'hui pour travailler et qui ont plus de 7-8 ans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui risquent d'attendre le Mac Pro parce que effectivement dans 1 an ils se diront le GPU il est bon à être changé, dans 2 ans ça va être le CPU, j'aimerais bien ajouter de la mémoire, j'aimerais bien ajouter un SSD, et ça va pas être possible, si bien que ces iMac Pro ils vont finalement très mal vieillir. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas on en a tourné pas mal sur l'iMac, donc je vous invite à les revoir. Bien sûr, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner, et bien sûr on se retrouve sur nos applications mobiles et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!